Troisième objectif, comprendre à l'aide de représentations graphiques et ou d'un exemple chiffré que l'équilibre du monopole n'est pas efficace. Pour représenter de manière abstraite la réalité qu'est le monopole, nous avons besoin de construire un modèle. Pour cela, il faut simplifier la réalité au moyen d'hypothèses. Nous avons 5 hypothèses pour imaginer notre modèle de monopole. Première hypothèse, nous supposons que l'entreprise, monopole donc, est l'unique producteur d'un bien sans substitut proche. Deuxième hypothèse, la structure des coûts de cette entreprise n'en fait pas un monopole naturel. Par exemple, il peut s'agir d'un monopole institutionnel ou de tout autre type de monopole non naturel pour lequel le coût marginal, au bout d'un moment, devient croissant. Troisième hypothèse, cette entreprise est privée et non régulée par l'État, c'est-à-dire que son objectif est de maximiser ses profits. Quatrième hypothèse, cette entreprise unique fait face à un grand nombre de consommateurs, la courbe de demande de marché qui est décroissante en fonction du prix, et la courbe de demande au monopole. Cinquième hypothèse, cette entreprise ne pratique pas de discrimination par les prix, c'est-à-dire que le bien produit est proposé au même prix à tous les consommateurs. Pour étudier l'équilibre du monopole, commençons par tracer la demande et la recette marginale. Sur le graphique à gauche de la diapositive, la demande est la courbe bleue. Le monopole est confronté à toute la demande du marché. Celle-ci, comme toutes les courbes de demande, est décroissante en fonction du prix. Elle traduit la disposition à payer du consommateur. Si le monopole produit une petite quantité, par exemple 3 unités, il pourra la vendre à un prix élevé, par exemple 12 €, aux consommateurs qui sont passionnés de son produit et sont prêts à dépenser 12 € pour l'acquérir. C'est-à-dire ils ont une forte disposition à payer. Si le monopole veut augmenter son volume de vente, par exemple, il souhaite non plus vendre 3 unités, mais 4. Il faut que le prix soit acceptable à des consommateurs qui, jusque-là, n'étaient pas prêts à dépenser 12 €. Le quatrième consommateur n'est prêt à dépenser que 11 €. Résultat, si le monopole veut augmenter ses ventes, passer de 3 à 4 unités, il doit abaisser son prix. Même opération, si le monopole veut passer de 4 à 5 unités, il doit proposer son bien non plus à 11 €, mais à 10 €, qui est le prix auquel le cinquième consommateur consent à acheter ce bien. La conséquence du fait que le monopole est confronté à l'entièreté de la demande du marché, qui exprime la disposition à payer des consommateurs, et du fait qu'il vend son produit au même prix à tous ses consommateurs, conduit à ce que nous ayons une recette marginale décroissante. Pourquoi? Car lorsque le monopole a abaissé son prix de 12 € à 11 € pour vendre une quatrième unité, il a vendu effectivement une quatrième unité au prix de 11 €, mais il a dû vendre les 3 unités précédentes à 11 € au lieu de 12 €, ce qui fait une recette totale de 44 contre 36 précédemment. Il a dû ainsi abaisser son prix de 1 € sur la première, deuxième et troisième unité pour réussir à vendre la quatrième unité. Si on continue l'opération, observons ce qu'il se passe lorsque le monopole veut vendre une cinquième unité. Pour vendre la cinquième, le prix de 11 € est trop cher. Le cinquième consommateur ne souhaite pas l'acquérir à ce prix-là. Il est prêt à payer 10 € et pas plus. Si le monopole veut vendre une cinquième unité, il doit abaisser son prix à 10 €. Pas seulement pour le cinquième consommateur, mais pour les 4 autres précédents. Résultat, il ne vendra plus les unités 1, 2, 3 et 4 à 11 €, mais à 10 €. Il va donc réduire son chiffre d'affaires pour chacune de ces unités et il va l'augmenter de la cinquième unité pour 10 €. La recette totale sera alors 5 x 10, 50. Si l'on observe la recette marginale de cette dernière unité, on voit qu'elle n'est plus que de 6 € par rapport à la recette marginale de la quatrième unité qui était de 8 €. Ainsi, au fur et à mesure que le monopole veut augmenter la quantité vendue, il doit abaisser son prix sur toutes les unités, ce qui conduit à une recette marginale de plus en plus faible. Au bout d'un moment, elle est nulle, ici pour la 8e unité, et au bout d'un certain temps, elle est négative.
Après avoir vu comment la recette marginale se construisait à partir de la demande du monopole, abordons son objectif qui est celui de la maximisation du profit. Il ne faut pas oublier que le monopole ne cherche pas à maximiser sa recette totale, sur la courbe bleue ici, mais son profit total, sur la courbe noire sur le même graphique. Le profit total se construit par différence entre la recette totale et le coût total. Pour chaque unité sur le graphique, on observe que le profit se calcule, ici sur la courbe noire, se calcule par différence entre la courbe bleue et la courbe jaune. L'objectif du monopole étant de maximiser son profit, il doit ici produire 5 unités, c'est le sommet de la courbe noire, et non pas 7 unités qui est le sommet de la recette totale. Nous venons de voir que le profit se construit par différence entre la recette et les coûts. Il faut donc, après avoir parlé de la demande et de la recette marginale, parler du coût marginal. Par hypothèse, puisque nous ne sommes pas dans un monopole naturel, le coût marginal est croissant, comme pour l'entreprise concurrentielle du chapitre 1. Cette hypothèse est acceptable pour analyser tous les types de monopoles pour lesquels les unités supplémentaires sont de plus en plus coûteuses à produire, par exemple, monopole institutionnel ou monopole d'innovation. À partir d'un moment, l'augmentation de la production conduit à l'augmentation du coût marginal. Cette hypothèse doit cependant être relâchée dans le cas du monopole naturel du fait des économies d'échelle qui le caractérisent. Pour la suite de cette présentation, nous sommes dans un monopole où le coût marginal est croissant. Abordons à présent la détermination de l'équilibre du monopole, c'est-à-dire le choix pour le monopole de la quantité qui va lui permettre de maximiser son profit en la produisant. On voit sur le graphique que nous avons ajouté la courbe de coût marginal qui est croissant à la courbe de demande et à celle de la recette marginale. L'objectif du monopole étant la maximisation de son profit, il va chercher la quantité, ici en abscisse, qui maximise son profit. La règle de production est que le monopole doit produire la quantité pour laquelle la recette marginale est égale au coût marginal. C'est la seule quantité qu'il est rationnel de produire si l'on veut maximiser le profit. C'est donc la quantité d'équilibre. Pourquoi? Parce que si le monopole produit une quantité inférieure, par exemple 4 unités, la recette marginale sera supérieure au coût marginal. Il aurait donc intérêt à produire une 5e unité de façon à réaliser ce profit potentiel. Autrement, une quantité supérieure à la quantité d'équilibre ne serait pas rationnelle non plus. Pourquoi? Parce que si le monopole produit 6 unités, le coût marginal, cette fois, sera supérieur à la recette marginale. Le monopole va donc réaliser une perte sur cette 6e unité. Il est donc rationnel pour le monopole d'augmenter sa production jusqu'à ce que la recette marginale soit exactement égale au coût marginal et de se fixer à cette quantité-là. Graphiquement, pour trouver la quantité d'équilibre du monopole, première étape, on identifie le croisement entre la courbe de coût marginal et la recette marginale, ce qui nous donne ici 5 unités. Ensuite, deuxième étape, pour trouver le prix, c'est la courbe de demande qui va nous l'indiquer. En effet, elle nous donne la disposition à payer des consommateurs pour qu'ils achètent 5 unités. Ici, les consommateurs sont prêts à acheter 5 unités si le prix est de 10 €. Ainsi, le prix pratiqué par le monopole est supérieur à celui qui résulterait de la concurrence, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de marché. On appelle aussi cela sa marge. Et on va comparer tout de suite quel serait le prix en situation concurrentielle. On va voir qu'ici, il aurait été de 9 €. Dernière partie de ce troisième objectif, quelle est l'efficacité de l'équilibre du monopole? Nous allons voir que cette efficacité est moindre que celle qui résulterait d'une situation de concurrence pure et parfaite. Pour analyser la perte d'efficacité, comparons le modèle de monopole à gauche de notre écran avec le modèle de concurrence parfaite à droite de notre écran. Nous allons conduire une analyse sur les prix et les quantités en comparant l'équilibre du monopole où le prix est de 10 € et la quantité est de 5 € avec l'équilibre de la concurrence où le prix est de 9 € et la quantité est de 6 €. On voit que pour le monopole, le prix est supérieur à celui de la concurrence, 10 € contre 9 €, ce qui conduit à une quantité produite inférieure dans le cas du monopole, ici 5 unités produites contre 6 unités produites pour la concurrence. Résultat,
le nombre de consommateurs satisfaits dans le cas du monopole est inférieur au nombre de consommateurs satisfaits dans le cas de la concurrence. On a aussi un prix plus élevé du côté du monopole par rapport à la situation de concurrence, et c'est cela que l'on a appelé le pouvoir de marché. Continuons l'analyse de l'efficacité du monopole en mobilisant le critère du surplus. Comme l'explique Étienne Wasmer, le surplus est un assez bon critère de l'efficacité du marché. On observe que, en ce qui concerne la situation concurrentielle, à droite de l'écran, le surplus collectif occupe toute la surface entre la courbe de demande et la courbe de coût marginal. Le surplus est maximum à l'équilibre de l'entreprise concurrentielle, ainsi qu'on l'a vu dans le chapitre précédent où nous avons déjà utilisé cet indicateur. Lorsque l'on compare, maintenant en regardant à gauche de notre écran, le modèle de monopole avec le modèle de concurrence parfaite, on voit que la quantité produite inférieure, ici 5 unités, conduit à une réduction des échanges. Or, c'est l'échange qui est producteur de surplus. Et ici, on observe que le surplus total a été diminué des surfaces B en ce qui concerne le surplus du consommateur et C en ce qui concerne le surplus du producteur. B plus C constitue la perte de surplus collectif. Intéressons-nous un moment au rectangle A. Il s'agit d'une quantité de surplus qui appartenait, du moins qui aurait pu être dans le surplus du consommateur en cas de concurrence pure et parfaite, et qui appartient maintenant au surplus du producteur du fait du pouvoir de marché, c'est-à-dire du prix pratiqué par le monopole qui est supérieur au prix concurrentiel. Conséquence, le monopole, par rapport à la concurrence parfaite, organise un transfert de surplus, un transfert de bien-être collectif finalement, un transfert de richesse, entre le consommateur et le producteur au profit du producteur qui a gagné le rectangle A en surplus, mais ce transfert de surplus est incomplet dans la mesure où les quantités B et C de surplus ont disparu. C'est en cela que l'on peut dire que l'équilibre du monopole est moins efficace que l'équilibre concurrentiel. Combinons ces deux analyses pour conclure sur cet objectif numéro 3. Nous avons vu que le monopole pratiquait un prix plus élevé que celui qui résulterait de la concurrence. C'est cela qu'on a appelé le pouvoir de marché, 10 € contre 9 €, et que la quantité produite était de fait inférieure, 5 unités plutôt que 6 unités. Nous avons vu également que le monopole conduisait à un transfert de surplus du consommateur vers le producteur, c'était le rectangle A, mais qu'il conduisait aussi à une perte de surplus collectif, les surfaces B et C. À l'aune de ces critères, l'équilibre du monopole est jugé moins efficace qu'une situation concurrentielle, et c'est pour cela que la politique de la concurrence que nous aborderons à l'objectif numéro 5 vise à réduire au maximum les monopoles, hormis le monopole naturel et le monopole d'innovation. Pour résumer cet objectif numéro 3, avec l'équilibre du monopole, nous avons vu que parce que le monopole sert l'intégralité de la demande du marché, il est faiseur de prix et qu'il doit abaisser son prix s'il veut augmenter la quantité vendue, ce qui faisait, on l'a vu, décroître la recette marginale. Il trouvait la quantité d'équilibre en égalisant la recette marginale avec le coût marginal, et on a vu que cet équilibre conduisait à une perte de surplus collectif lorsqu'on le comparait avec une situation concurrentielle. Dès lors, Emmanuel Combe de l'autorité de la concurrence nous le dit, le monopole devient le symbole d'une structure de marché qui s'exerce au détriment du bien-être collectif. C'est ce qui justifie la régulation des marchés imparfaitement concurrentiels, ainsi qu'on va le voir à l'objectif 5.